Bonjour à vous voyageurs. Dites-moi, que feriez-vous si un fantôme venait vous raconter les circonstances exactes de sa mort? Est-ce que vous hausseriez les épaules ou est-ce qu'au fond vous l'écouteriez? Car il existe dans notre monde des histoires troublantes, des meurtres résolus grâce à des intuitions, des rêves et parfois des voix venues de l'autre côté. Ces récits défient la logique et pourtant ils existent. On les appelle coïncidences, visions, intuitions, mais s'ils n'étaient que les échos d'une tradition beaucoup plus ancienne. Car depuis la nuit des temps, les morts ont cherché à parler et les vivants ont tenté de les écouter. Ce soir, à l'approche d'Halloween, nous partons sur leurs traces. Alors sortez vos lampes, ouvrez vos notebooks, car l'enquête commence maintenant. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne La Carte du Surnaturel. Je m'appelle Marie-Élise, j'étudie les lieux étranges et j'enquête sur les mystères de notre planète. Alors, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à vous abonner et sachez que devenir membre vous donne accès à des contenus cachés. Allez, c'est parti! « 2009. Dans les couloirs feutrés du FBI, un homme traverse les bureaux d'un pas rapide. Il n'est pas agent ni enquêteur, et pourtant tout le monde le connaît. John Edward est un médium américain réputé et il est venu prêter main forte à l'un des leurs, Robert Heeland, un enquêteur chevronné aux méthodes pourtant bien ancrées dans le réel. Heeland, penché sur un dossier épais, lève à peine les yeux quand John entre dans son bureau. Puis, comme s'il savait que l'instant comptait, il pousse ses papiers, fait de la place et lui tend un carnet. « Qu'as-tu trouvé, John ?» Le médium ouvre son propre cahier de notes, griffonné d'indications, et dit « Je vois une pièce blanche, une salle de bain, il y a un mur, quelque chose ou quelqu'un derrière ce mur. » Heeland marque un silence, le stylo suspendu au-dessus du papier, puis il se lève. J'envoie une équipe tout de suite. Quelques heures plus tard, les agents du FBI ouvrent un mur dans un sous-sol du laboratoire de Yale. Derrière, ils découvrent le corps sans vie d'Annie Lee, jeune étudiante de 24 ans, disparue depuis plusieurs jours. Ce détail, la salle de bain, le mur, correspond exactement à ce que John Edward avait décrit. Et plus tard, dans une interview accordée au magazine People, il expliquera que ces détails lui viennent de l'autre côté. Des entités, des défunts qui lui montrent des objets, des lieux, des noms pour orienter les vivants. Alors certains y voient une sorte de coïncidence troublante et d'autres la preuve que les morts peuvent encore parler. Annie Lee, 24 ans, étudiante à Yale, avait disparu le 8 septembre 2009. Son corps a été retrouvé 5 jours plus tard, le 13 septembre, dissimulé derrière un mur dans le sous-sol du bâtiment où elle travaillait. Raymond Clark III, un technicien du même laboratoire, a été reconnu coupable de son meurtre. John Edward et l'agent du FBI Robert Heeland ont évoqué publiquement avoir collaboré sur plusieurs affaires et Heeland a raconté qu'Edward lui avait indiqué des détails qui se sont avérés exacts sans toutefois avoir été utilisés officiellement dans l'enquête. Cette histoire, que je ne connaissais pas avant de commencer les recherches pour cet épisode, semble ancrée dans notre monde moderne, une croyance qui remonte pourtant à des milliers d'années. Si aujourd'hui les fantômes font partie du folklore d'Halloween, entre légendes et histoires à se faire peur, l'humanité, elle, a toujours cru à la persistance d'une vie après la mort et cherché inlassablement à communiquer avec les morts. Nous sommes maintenant en Mésopotamie, il y a plus de 3500 ans. Dans les sables du désert irakien, des archéologues exhument une tablette minuscule, aujourd'hui conservée au British Museum. Sur sa surface d'argile, à peine plus grande qu'une main, se cache une scène étrange. Un homme filiforme, presque transparent, est conduit par une femme vers un autre monde. L'inscription qui accompagne cette image décrit un rituel pour se débarrasser d'un fantôme. Les chercheurs pensent qu'il s'agit de la plus ancienne représentation d'un revenant humain. Le texte, partiellement effacé avec le temps, raconte comment un prêtre doit donner une effigie miniature
la bénir, puis la guider vers l'au-delà afin de libérer la maison hantée par sa présence. Alors ici, on ne peut pas vraiment parler d'un esprit maléfique, mais malheureux. C'est une âme restée bloquée entre deux mondes, un corps privé de repos, sans sépulture ou oublié par les siens. Ce fragment, vieux de 35 siècles, est donc bien plus qu'une curiosité archéologique. C'est, en quelque sorte, le premier cold case de l'histoire. Qui était cet homme et qui est la femme qui l'accompagne ? Alors nous avons peu d'informations à ce sujet, si ce n'est qu'une phrase, gravée dans l'argile, comme un avertissement, ne te retourne pas. Le rituel qui l'accompagne semble servir à identifier un esprit perturbé, souvent quelqu'un de mort injustement ou sans sépulture. La tablette a été retrouvée à Ur, une ancienne cité de basse Mésopotamie, dans une zone funéraire où les prêtres exorcistes, appelés assipou, pratiquaient l'art des rituels d'apaisement. Ces textes faisaient partie de véritables manuels, des instructions précises pour calmer les fantômes qui hantaient les vivants. On y décrit comment sculpter une figurine à l'image du défunt, l'oindre d'huile sacrée, puis réciter des incantations afin de guider l'esprit vers les enfers mésopotamiens, un royaume souterrain gouverné par la déesse Ereshkigal. Contrairement à notre vision moderne du fantôme, ces âmes n'étaient pas là pour faire peur. Elles réclamaient justice ou simplement qu'on se souvienne d'elles. Peut-être était-ce une âme semblable à celle qui aurait guidé John Edward lorsqu'il a décrit l'endroit précis où reposait le corps d'Annie Lee. On peut évoquer la raison, la logique, la coïncidence, mais ces récits, qu'on range souvent dans la catégorie du paranormal, continuent de traverser nos vies. Ils se répètent depuis des millénaires sous des formes différentes, avec une même question. Et si la conscience survivait à la mort ? Alors attendez, ne rallumez pas la lumière tout de suite, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Merci à tous ceux qui ont boosté nos vidéos, on est arrivé dans le top 100, c'est une grosse fierté pour nous. Merci à tous ceux qui vont le faire à nouveau, vous pouvez booster les vidéos en étant sur votre téléphone et en faisant un like et puis vous verrez le boost apparaître. Vous pouvez aussi tout simplement nous laisser un commentaire, bien sûr vous abonner à la chaîne. Sachez qu'en fait c'est dans les 500 premières vues que YouTube décide ou pas s'il va recommander nos recherches à une plus large audience et vous connaissez comme cela peut être difficile de faire connaître des sujets sur l'étrange, le paranormal, le bizarre, aujourd'hui les fantômes. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si ça vous a plu. Et moi maintenant, je m'efface et je vous laisse revenir à l'épisode. Qu'il s'agisse d'un médium contemporain recevant des messages de l'autre côté ou d'un prêtre babylonien cherchant à apaiser un esprit errant, le geste reste identique, rendre justice à une âme oubliée. Et la science, aujourd'hui, commence à peine à effleurer ce mystère. Des chercheurs comme Sam Parnia, directeur du Human Consciousness Project à New York, ont étudié des centaines d'expériences de mort imminente. Le projet Human Consciousness Project, qui veut dire le projet de la conscience humaine, qu'il dirige, est un projet interdisciplinaire qui mêle l'étude de la conscience, le cerveau et la mort clinique. Leurs travaux suggèrent que la conscience pourrait persister brièvement après l'arrêt du cœur, comme si l'esprit, un instant encore, restait spectateur du monde. Un article de NYU Langone indique qu'environ 1 sur 5 patients rescapés d'un arrêt cardiaque décrit des expériences lucides de la mort pendant des phases où ils étaient apparemment inconscients, avec des ondes cérébrales, gamma, θ, delta, qui sont détectées pendant la réanimation. Et c'est le même institut qui note que certains de ces récits ne correspondent pas simplement à des hallucinations ou des illusions, mais présentent une structure narrative cohérente, comme séparation du corps, vécu à distance des événements, retour à l'intérieur du corps, etc. Et Parnia travaille sur des études internationales visant à tester si la conscience demeure après le moment officiellement défini comme la mort clinique. D'autres, comme Donald Hoffman ou Dean Radin, explorent l'idée que la conscience n'est peut-être pas un produit du cerveau, mais un champ non localisé, partagé, une sorte de trame invisible reliant toutes les formes de vie.
Le concept de conscience non locale est abordé comme une approche post-matérialiste pour surmonter l'impasse conceptuelle dans la science de la conscience. Dean Radin, en tant que chercheur en parapsychologie, est impliqué dans des recherches sur la conscience, les phénomènes psy et les corrélations potentielles entre conscience et événements aléatoires. C'est l'objet de son projet Global Consciousness Project. Il y propose une approche de dualisme quantique, une non-localité dans la relation esprit-cerveau. Et vous allez voir dans les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui que ces travaux ont peut-être un écho assez important sur toutes ces questions d'apparition fantomatique. Et si c'est le cas, alors les anciens Babyloniens, ils n'avaient peut-être pas tort d'imaginer que certaines âmes pouvaient encore se manifester. Certaines lectures modernes appliquent le concept de psychopompe à de tels rituels. Alors, c'est pas pour affirmer que les anciens Babyloniens utilisaient ce mot, mais pour donner une grille d'analyse. Un psychopompe, dans les traditions religieuses, est une entité ou un guide dont la mission est de conduire les morts vers l'au-delà sans jugement, mais en sécurisant leur passage. On retrouve ce concept chez Anubis en Égypte, chez Hermès ou Charon dans la mythologie gréco-romaine et dans bien d'autres cultures où l'invisible tend la main aux disparus. Dans notre cas babylonien, on peut donc voir le rituel d'exorcisme comme un acte ritualisé de passage, non pas seulement pour chasser un esprit, mais pour lui offrir en fait une route vers un autre monde. Ça rejoint l'idée que les fantômes anciens pouvaient rester pour réclamer un respect, une justice ou au moins un souvenir, et que les vivants essaient de négocier ce passage entre les mondes. Mais qu'arrive-t-il quand la négociation échoue ? Quand l'esprit ne veut pas partir ou quand le rituel se trompe de cible. Certains textes babyloniens évoquent des présences revenues malgré tout, des ombres errantes appelées Etemu. Ces morts insatisfaits hantaient les vivants, provoquant la maladie, la folie ou la stérilité, autant de signes d'un déséquilibre entre les mondes. Et c'est là que la peur naît. Non pas la peur d'un monstre extérieur, mais celle d'un lien brisé entre les vivants et les morts, d'un monde invisible qui se dérègle lentement. D'autres plus tard y verront une tentative désespérée de contrôler l'invisible, tentative déjà présente dans la magie mésopotamienne. Car chez les Babyloniens, tout comme chez les Sumériens avant eux, eh bien on croyait que les vivants et les morts coexistaient dans un équilibre fragile. Et si cet équilibre venait à se rompre, alors les fantômes pouvaient revenir troubler le monde des hommes. Des tablettes plus tardives décrivent aussi des incantations protectrices, des symboles et des malédictions proches de ceux que l'on retrouvera plus tard dans les tablettes de défiction, des plaques de plomb où on liait un nom, une faute ou un serment. Alors on en avait déjà parlé à l'occasion de la pyramide de Kouar en France, et si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on regarde bien, ce fragment semble poser la question que toutes les civilisations se poseront ensuite. Quand un mort parle, est-ce pour hanter les vivants ou pour leur rappeler ce qu'ils ont fait ? Quittons la Mésopotamie. Plus à l'ouest, une autre civilisation scrutait déjà le voile de la mort, cherchant à comprendre ce qui attendait l'âme une fois le cœur arrêté. C'est en Égypte antique. Alors ici, la mort n'est pas une fin, mais une science. Les Égyptiens avaient une spécialité, peser l'âme, mesurer la justice et garantir la survie dans l'au-delà. Mais parmi toutes les divinités connues du livre des morts, une figure étrange se démarque, un être à la silhouette blanche, sans visage, avec 2 yeux et des pieds qui dépassent de sa robe. Son nom, Medjed. On le surnomme celui qui frappe. Medjed agit dans l'ombre. Il est invisible aux hommes, mais lui voit tout. Dans les papyrus retrouvés, notamment le papyrus d'Ani et le papyrus Greenfield, il est décrit comme un esprit capable de toucher, brûler ou anéantir ceux qui défient l'ordre d'Osiris. Alors pour les Égyptiens, ce n'est pas un démon ni un dieu à proprement parler, mais une force d'exécution, une main invisible de l'au-delà. Et là encore, on retrouve notre fil rouge, la justice des morts. Car Medjed ne fera pas sans raison. Il punit ceux qui ont trahi,
menti ou perturbé le fragile équilibre entre le monde des morts et celui des vivants. En un sens, c'est le premier vengeur spectral de l'histoire, une forme antique du fantôme justicier. Et les prêtres disaient son nom à voix basse, car le prononcer, disait-on, revenait à attirer son regard. D'ailleurs, je devrais peut-être faire de même, moi. Si ce fantôme égyptien est resté si mystérieux, c'est parce qu'aucun autre texte ne l'explique vraiment. C'est un spectre isolé, un fragment de l'invisible, perdu dans les archives de la mort. Aujourd'hui encore, il fascine les égyptologues et il est devenu, étonnamment, une icône pop au Japon, presque un mème spirituel. Comme si, à travers les millénaires, ce spectre sans visage, dont je ne prononce plus le nom, avait trouvé un nouveau public à hanter. Mais derrière cette renommée moderne, Medjed conserve quelque chose d'inquiétant, cette idée qu'un esprit peut nous observer sans que nous le voyions et nous juger sans jamais parler. Un fantôme silencieux qui frappe quand on l'oublie. Justice invisible, médium et fantôme moderne. Ah mince, pardon, ça il faut pas le dire. Un fantôme silencieux qui frappe quand on l'oublie. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée d'un justicier spectral, une force invisible qui punit ou rétablit l'équilibre, ne s'est jamais totalement éteinte. On la retrouve parfois jusque dans nos enquêtes modernes. Dans les années 1970, par exemple, un cas singulier a bouleversé la police de Chicago. Une femme nommée Rémi Choua, employée d'un hôpital, affirme avoir été possédée par l'esprit d'une collègue assassinée, Teresita Bassa. Sous hypnose, sa voix change et Teresita commence à parler à travers elle. Elle accuse un homme, Allen Showery, de l'avoir tué et détaille même les objets qu'il lui a volés après le meurtre. Et lorsque la police perquisitionne le domicile de Showery, elle retrouve effectivement les bijoux de la victime. Alors, coïncidence, suggestion ou encore une de ces anomalies qui résistent à toute explication. Ce dossier, connu sous le nom de The Voice from the Grave, la voix depuis le tombeau, reste l'un de ces rares cas criminels où un témoignage posthume a mené à une arrestation. Et d'une certaine manière, il renvoie à la figure de Medjed, le mort qui frappe pour rétablir une vérité que les vivants auraient trahie. Certains y verront une projection psychologique. D'autres la tracent d'un archétype universel, celui du revenant justicier qui traverse les âges et les cultures. Medjed, Teresita Bassa ou même Annihilé, 3 histoires, 3 époques et pourtant un même motif. L'idée que la mort ne met pas toujours fin au récit, que parfois les morts continuent d'enquêter à travers nous. Et si cette idée nous fascine tant, c'est peut-être parce qu'elle nous met en face d'une question beaucoup plus troublante. Si la conscience survit, où va-t-elle ? L'Égypte antique, elle, avait sa réponse. La conscience, ou Ka, se détachait du corps pour rejoindre le Duat, le royaume souterrain. Mais avant d'y parvenir, elle devait traverser un jugement, une balance tenue par Anubis, où le cœur du défunt était pesé à la plume de Maat, symbole de vérité et d'ordre. Cette vision du passage entre les mondes, réglée comme un protocole presque technologique, a marqué des millénaires de mythes. Et lorsqu'on regarde nos sociétés modernes, obsédées par les frontières entre le virtuel et le réel, on ne peut pas s'empêcher de voir un étrange miroir. Les Égyptiens pesaient les âmes, nous pesons les données. Entre les deux, une seule constante, la quête de vérité. Ce qui frappe quand on étudie ces croyances funéraires de l'Égypte antique, c'est à quel point elles ressemblent à un système complexe de passage. En fait, le livre des morts, c'est pas un recueil de prières, comme on le croit souvent, mais un manuel de navigation pour l'âme. Chaque formule, chaque mot de passe, chaque hiéroglyphe est une clé d'accès, une sorte de ligne de code spirituel permettant aux défunts de franchir les zones de l'au-delà. Et si on y pense, c'est une sorte de matrice avant l'heure, un monde structuré par des règles invisibles où la conscience doit se déplacer entre des couches de réalité, décoder des symboles et éviter les pièges de l'illusion. Et dans cette vision, la mort n'est pas la fin,
c'est juste un changement d'interface. Alors, comme je vous l'ai dit, les Égyptiens appelaient ça le Duat, le royaume souterrain, mais on pourrait tout aussi bien le décrire comme une simulation divine, un espace intermédiaire entre le réel et l'éternité. Medjed, celui qui frappe, y trouverait alors toute sa place, non pas comme un simple fantôme, mais comme une fonction du système. Cette idée d'un monde où la mort obéit à des codes a profondément marqué notre imaginaire collectif. Dans Matrix, l'humain découvre qu'il vit dans une simulation. Dans Assassin's Creed Origins, les visions de Bayek lui montrent une Égypte où les mémoires du passé continuent d'exister à travers des données gravées dans la pierre. Et même dans des séries modernes comme Westworld ou Black Mirror, la frontière entre l'âme et le programme devient de plus en plus poreuse. Si la science peut être enregistrée, transférée ou simulée, que reste-t-il de la mort? Ce vertige, les Égyptiens le connaissaient déjà. Pour eux, l'âme, ou plutôt les 7 composantes spirituelles de l'être, se fragmentaient à la mort, le Ka, le Ba, le Ren, c'est-à-dire le nom, l'ombre, le cœur. Chacune poursuivait un trajet différent. Et il fallait des rites, des formules, des objets pour réassembler la personne dans l'au-delà, comme si la survie de la conscience dépendait de sa bonne configuration. Une erreur, un oubli, un mot mal prononcé, et tout le système pouvait s'effondrer. Et si on suit cette logique, Medjed devient une variable cachée, un symbole du contrôle ultime, celui qui intervient quand l'ordre du monde est menacé, quand la matrice divine sature d'erreurs humaines. Et peut-être est-ce pour cela qu'il résonne jusqu'à aujourd'hui dans nos univers numériques. Car à l'ère des intelligences artificielles et des réalités augmentées, nous jouons, nous aussi, avec les frontières de la conscience. Nous cherchons à faire parler les machines, à faire survivre la mémoire et peut-être à donner une voix aux absents. Les Égyptiens l'auraient compris mieux que quiconque. Ce que nous appelons le surnaturel, c'est pas une rupture, mais une continuité. Lorsque la nuit tombe sur Thèbes, on dit que les temples se taisent, mais que les murs écoutent encore. Dans les salles obscures du temple d'Abydos, certaines fresques portent des silhouettes à demi effacées, des formes d'hommes sans visage gravées dans la pierre, comme des échos d'un monde d'en dessous. Les vivants, les morts, les dieux, c'est 3 langages d'une même réalité. Et dans cet entrelac de mondes, chaque oubli, chaque trahison, chaque injustice finit toujours par trouver sa voie. Car les morts, eux aussi, ont une mémoire. Et quand elles s'éveillent, c'est rarement pour se taire. Rome n'a jamais douté que les morts puissent revenir, mais à la différence des Babyloniens ou des Égyptiens, les Romains n'en ont pas fait une science ni une religion. Pour eux, les revenants n'étaient pas des guides spirituels ou des dieux, ils étaient des anomalies. On les appelait les lémures, des esprits errants, souvent malveillants, mais surtout injustement morts. Le poète Ovide raconte qu'ils apparaissaient la nuit. Ils étaient silencieux au détour d'un couloir ou d'une rue déserte. Ils frappent à la porte, froids comme le marbre, pour rappeler aux vivants qu'ils ont été oubliés. Leur retour n'est pas un hasard. Dans la croyance romaine, un mort ne revient que lorsqu'un crime n'a pas été expié, lorsqu'un corps n'a pas reçu les rites funéraires ou lorsqu'un secret pèse encore sur sa mémoire. En somme, les lémures sont les témoins posthumes d'une faute. Et chaque année, Rome tentait de leur rendre justice. Le 9, 11 et 13 mai, les citoyens célébraient la fête des Lémurias. Alors c'est clairement un rituel d'exorcisme domestique où le chef de famille se levait à minuit, se lavait les mains et marchait pieds nus dans la maison en jetant 9 fèves noires derrière lui. Et à chaque jet, il répétait: avec ces fèves, je rachète mes fautes et me délivre de vous, esprit des ancêtres. Car on croyait que les lémures, apaisés par cette offrande, s'éloignaient pour une année entière. Mais si le rituel échouait, si une injustice demeurait, alors la maison restait hantée. Ce lien entre crime et hantise est peut-être l'une des plus anciennes formes de justice symbolique. Un meurtre impuni, un corps sans sépulture, un secret enfoui,
bien c'est là que les fantômes apparaissent pour rétablir un équilibre. Et ce concept n'a jamais vraiment disparu, il a simplement changé de nom. En 1897, dans l'État de Virginie occidentale, une femme nommée Mary Jane Easter affirme que le fantôme de sa fille, Elva Zona, lui rend visite chaque nuit. Alors sa fille a été retrouvée décédée, la tête tournée de manière étrange, le cou brisé. Mais la police, trop pressée, a conclu à un accident, jusqu'à ce que l'esprit d'Elva vienne parler à sa mère. « Il m'a tué, maman. Mon mari, il m'a étranglé. » Le message est répété nuit après nuit. Et Mary Jane finit par convaincre le procureur de réouvrir l'enquête. L'autopsie révèle alors que la jeune fille a bien été étranglée et son mari, Edward Shue, est arrêté, jugé et condamné. Alors ce dossier, nommé le fantôme de Greenbrier, est déclaré dans les archives comme le seul cas américain où le témoignage d'un fantôme a conduit à une condamnation pour meurtre. Mais en fait, c'est pas le seul. Dans les années 1970, la médium Annette Martin collabore avec la police californienne sur plusieurs affaires de disparition. Annette Martin ferme les yeux et inspire profondément. Une fois, 2 fois, 3 fois. Devant elle, les stores grincent sous le vent froid du Montana. Elle n'a rien d'une médium de roman. Pas de robe flottante, pas de pendule, pas de bougie, juste un pull crème à motif de flocons et une paire de bottines sombres. Une femme simple, posée, presque trop ordinaire pour qu'on la croie capable d'entendre les morts. Et pourtant, c'est bien pour cela qu'elle est ici. Face à elle, le capitaine Keith Wolverton de la brigade du comté de Cascade regarde le dossier sur son bureau. Le fameux Cottonwood Case. C'est un meurtre vieux de plus de 35 ans, resté sans réponse, donc un cold case. 2 adolescents, Kathy Pelitz, 16 ans, et Lloyd Duane Bogle, 18 ans, ont été retrouvés morts près d'un grand arbre, un peuplier duveteux que l'on appelle ici le Cottonwood. Wolverton va bientôt prendre sa retraite, mais il ne supporte pas l'idée de laisser cette affaire sans vérité. Annette respire encore, entre en transe. Sa voix change légèrement, plus lente, presque chuchotée. Je vois un champ, de l'eau, une rivière et un arbre très grand. Sous l'arbre, quelque chose est enfoui. Le capitaine note chaque mot. Une rivière, un arbre, et quelques jours plus tard, l'équipe fouille la zone indiquée par la médium. Là, sous un vieux peuplier, au bord du courant, ils retrouvent des fragments d'ossements et une balle rouillée. Les restes d'un meurtre oublié, confirmant le récit d'Annette presque mot pour mot. Aucun rapport officiel n'en fera une preuve paranormale, mais Wolverton, lui, n'aura jamais de doute. Elle savait des choses qu'elle n'aurait pas pu inventer. Aujourd'hui encore, le Cottonwood Case reste l'un des exemples les plus troublants d'une enquête guidée par les morts. Et dans le regard calme d'Annette Martin, on retrouve déjà cette même conviction silencieuse que portaient les prêtres d'Osiris ou les exorcistes de Babylone. Parfois, les morts ne veulent pas se venger, mais aider les vivants à comprendre. Dans ces histoires, comme celle de la Rome antique, on retrouve toujours le même fil. Il y a une vérité qui cherche à remonter à la surface. Et parfois, c'est la voix des morts qui la fait éclater. Les Romains appelaient ça la colère des lémures. Aujourd'hui, nous y voyons des coïncidences, des intuitions, des phénomènes inexpliqués. Mais peut-être que derrière ces manifestations se cache la même force, celle d'une mémoire qui refuse l'oubli. Car ce que redoutaient le plus les Romains, c'était pas la mort, c'était de mourir sans trace, sans témoin, sans réparation. Un lémure, disait-on, n'est pas un esprit mauvais, c'est une âme qui proteste. Et tant que la justice n'a pas été rendue, elle ne quitte pas le monde des vivants. Et ce principe, aussi étrange qu'il paraisse, fait écho à nos croyances modernes. Dans les histoires d'expériences de mort imminente, on retrouve souvent cette notion de mission inachevée. Des témoins racontent qu'ils ne pouvaient pas partir
tant qu'une vérité n'avait pas été dite, un pardon accordé, une injustice réparée. Et le fantôme, en ce sens, c'est pas une ombre, mais c'est une conscience restée coincée dans un entre-deux. Et c'est peut-être pour ça que les histoires de hantises nous fascinent autant. Elles parlent moins de la mort que de ce que nous laissons inachevé derrière nous. Aujourd'hui, on ne jette plus de fèves noires à minuit, mais on continue d'allumer des bougies, de laisser des photos sur les tables, d'attendre un signe dans le silence de nos maisons vides. Et peut-être que quelque part, les anciens lémurs sont toujours là, pas sous forme de spectres antiques, mais sous celle d'une idée persistante, que la justice ne meurt jamais vraiment. Babylone, Égypte, Rome, 3 civilisations, 3 époques et une seule vérité, les morts ne se taisent jamais complètement. Et peut-être qu'en cette nuit proche d'Halloween, si vous ressentez un frisson dans l'air, là c'est pas le vent, c'est un souvenir qui passe, un de ceux qui refusent d'être oubliés. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si le soir d'Halloween, vous voyez le bouton like déguisé en Medjed faire du porte-à-porte, attrapez-le par l'oreille pour le ramener à la maison. Moi, je vais vous laisser ici et là, comme d'habitude, des playlists pour continuer d'enquêter avec moi sur les mystères de notre planète. D'ici à la prochaine, portez-vous bien et moi, je vous dis ciao. Elle est folle cette histoire, hein. Ah ouais? Ok. Et comment j'ai fait pour enregistrer 52 minutes? Ouais, on est joli, j'ai réussi à enregistrer. Pas elle est folle.